nominations pour un film de Roman Polanski, le cinéaste accusé de viol. Un policier mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. Il est soupçonné d'avoir éborgné un jeune homme d'un tir de lanceur de balles de défense. Ça s'est passé à Brunoy dans l'Essonne la semaine dernière. La SNCF dans le rouge l'an dernier à cause de la grève contre la réforme des retraites. Perte nette de plus de 800 millions d'euros pour la société ferroviaire, alors que jusqu'au mois de décembre, tout allait très bien. Et puis le premier match de la 27e journée de Ligue 1 de foot. En ce moment, Nîmes reçoit Marseille, 36e minute de jeu, toujours un partout entre les deux équipes. France Info. Et tout est plus clair. Le club des correspondants, Julien Anglais. Et direction la Chine pour commencer dans ce club des correspondants. La Chine où pour la première fois la propagation de l'épidémie de coronavirus ralentit. Bonsoir Dominique André. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Correspondante permanente de France Info à Pékin. Dominique, la lutte bien sûr contre l'épidémie, elle se poursuit en Chine dans 2 endroits plus particulièrement. Il y a d'abord le Hubei, bien sûr, puisque c'est l'épicentre de l'épidémie. Les mesures sont encore renforcées là-bas, avec de plus en plus de résidences qui sont bouclées. À Wuhan, la situation se stabilise. Il n'y a plus de manque de masques et pour les combinaisons nécessaires aux équipes médicales. Dans les hôpitaux, c'est beaucoup mieux. Un nouvel avion de fret français avec de l'aide médicale va être envoyé à Wuhan dans les jours qui viennent. Mais la situation est beaucoup moins claire dans les campagnes du Hubei où les informations sont là plus difficiles à avoir. L'autre point sensible, mais pour d'autres raisons, c'est la sécurisation de Pékin qui est un objectif prioritaire pour le gouvernement chinois. Comme le dit un diplomate, la tête ne peut pas être touchée. Et on l'a vu d'ailleurs cette semaine avec le report de la session parlementaire annuelle chinoise qui est le grand rendez-vous politique de l'année 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas contaminés supplémentaires annoncés à Pékin, mais les mesures de confinement sont encore plus strictes. Beaucoup d'événements publics ont été annulés ou reportés dans l'année et on ne voit pas de reprise normale avant au moins le mois d'avril. La crainte, en fait, c'est qu'il y ait un rebond de l'épidémie avec des cas contaminés qui arriveraient cette fois de l'étranger, c'est-à-dire de l'extérieur des frontières de la Chine où le virus s'est propagé. Alors Dominique, la lutte contre l'épidémie, ça n'empêche pas le gouvernement de poursuivre la répression contre les militants des droits de l'homme. Après l'arrestation du militant et juriste chinois Su Zheyong, dont nous avons parlé la semaine dernière, des universitaires chinois et de plusieurs pays ont adressé une lettre ouverte à Xi Jinping dans laquelle ils expriment leur inquiétude pour l'avocat, mais ils demandent aussi la liberté d'expression pour le peuple chinois. Un autre cas préoccupe aussi les défenseurs des droits humains, c'est celui de l'éditeur suédois d'origine chinoise Gui Minhai, qui a été condamné à 10 ans de prison. Il est coupable de diffusion illégale d'informations confidentielles à l'étranger. Gui Minhai avait une maison d'édition à Hong Kong. Il avait publié notamment des livres au contenu salace sur les dirigeants chinois. La Suède a demandé sa libération, mais la Chine considère que c'est un citoyen chinois. La double nationalité n'est pas reconnue en Chine, nous explique l'avocat des droits de l'homme Mo Xiaoping. S'il a la nationalité suédoise, le consulat de Suède en Chine a le droit de le voir et de l'assister au tribunal. En plus, il a le droit de chercher un avocat pour lui en vertu des règles internationales. S'il a la nationalité chinoise, en revanche, la partie suédoise ne peut pas l'aider. D'après moi, la Suède n'est pas disposée à intervenir dans cette affaire. La reprise en main ces dernières semaines est valable aussi à Hong Kong. Jimmy Lai a été arrêté ce matin. C'est un magnat de la presse. Il dirige un groupe de médias dont fait partie notamment le quotidien Apple Daily, qui a été très en pointe lors des manifestations anti-gouvernementales chinoises dans le territoire semi-autonome. Merci Dominique André, correspondante permanente de France Info à Pékin. Direction maintenant la Turquie et la ville Reyhanli, c'est à la frontière avec la Syrie. Juste en face, il y a la province d'Idlib, dernier bastion rebelle où s'entassent 3 millions de civils. On retrouve l'envoyé spécial de France Info, Aurélien Colli. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tension, elle est montée d'un cran ces dernières 24 heures entre le régime syrien qui poursuit son offensive et puis la Turquie qui soutient une partie des rebelles. Au moins 33 soldats turcs tués la nuit dernière dans un bombardement attribué aux forces syriennes et la Turquie qui a riposté en frappant des positions du régime. Aurélien, quelle est la situation ce soir ?
Écoutez, ce soir, le calme règne à la frontière entre les deux pays, frontière qui est toujours fermée. Pas d'arrivée donc de réfugiés en provenance d'Idlib. Les quelques 3 millions de civils coincés entre les forces du régime syrien et le mur de béton qui longe la frontière turque restent dans la situation désastreuse qu'on décrit déjà depuis des jours, des semaines. Ce qui a changé en revanche, c'est à l'intérieur de la province d'Idlib, à quelques kilomètres de cette frontière, avec une confrontation directe désormais entre l'armée du régime syrien et les troupes turques déployées dans la province d'Idlib. Écoutez Abdelhamid, je l'ai rencontré au poste frontière un peu plus tôt dans la journée. Il est arrivé d'Idlib grâce à un laissez-passer exceptionnel parce qu'il est installé en Turquie où il travaille depuis plusieurs années, mais sa famille, elle, est bloquée de l'autre côté. Les avions de chasse nous bombardent et les gens meurent. Les maisons sont détruites, le régime syrien tire sur les positions turques et l'armée turque réplique. C'est la guerre, on est vraiment terrifiés. Alors c'était déjà la guerre, évidemment, mais ce qu'Abdelhamid veut dire en fait, c'est que les positions turques à Idlib, qui étaient au départ des postes d'observation autour desquels les civils trouvaient une certaine protection, ces positions sont désormais des cibles pour le régime syrien, tout comme les unités déployées ces dernières semaines par la Turquie, 6 000 hommes, 2 000 véhicules. Dernier refuge donc pour ces centaines de milliers de civils dans la zone la plus proche de la frontière turque, avec ce mur infranchissable où jusqu'à présent il n'y a pas eu de bombardement du régime syrien ou de son allié russe. Alors Aurélien, la Turquie a annoncé qu'elle allait ouvrir ses frontières pour laisser passer les réfugiés syriens, mais ce ne sont pas les réfugiés d'Idlib. Eh bien non, cela, la Turquie les laisse derrière cette frontière avec Idlib, derrière ce mur qu'elle a construit en 2015 pour se protéger d'infiltrations terroristes, mais aussi d'un nouvel afflux de réfugiés. La Turquie en accueille déjà 4 millions sur son sol. Les réfugiés en fait qu'elle laisse passer, ce sont des Syriens déjà installés en Turquie qui veulent rejoindre l'Europe, alors que jusqu'à présent, la Turquie les en empêchait dans le cadre d'un accord avec les Européens, en échange aussi de milliards de dollars. Sauf que depuis ce matin, les médias turcs montrent en boucle des images de bus partant d'Istanbul, d'Antakya, d'un peu partout dans le pays, direction la frontière occidentale avec l'Europe, où les douaniers turcs n'empêchent plus les réfugiés de passer avec la même détermination, de passer vers l'Europe par la terre ou par la mer. La Turquie utilise en fait la menace migratoire pour faire pression sur l'Europe. Écoutez Yacoub Bulut, il est professeur de sciences politiques à l'université d'Antakya. La Turquie attend de l'Europe qu'elle partage le fardeau des réfugiés, qu'elle accepte plus de réfugiés. L'Europe se dérobe de ses responsabilités. Elle ne peut pas juste se contenter de payer. Elle doit faire quelque chose, s'impliquer sur le terrain pour aider la Turquie à gérer ce problème. Alors selon ce professeur de sciences politiques, l'Europe finalement a 2 solutions. La première, c'est s'attaquer à l'origine de ce flux migratoire syrien, donc intervenir même militairement aux côtés de la Turquie pour changer le cours de la guerre en Syrie. La deuxième solution, c'est soutenir la Turquie en acceptant d'accueillir à nouveau sur le sol européen des centaines de milliers de Syriens qui fuient leur pays, où ils ne retourneront pas puisque le régime syrien, jusqu'à présent, reste en place. Merci Aurélien Colli, envoyé spécial de France Info à la frontière turco-syrienne et dans le club des correspondants ce soir. France Info.